Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, la mine Renard. Elle a été vendue pour 59 millions de dollars. Savez-vous quoi? C'est parce qu'on en a mis plus de 900 millions là-dedans. Go, Fitz, go! Go, Go, Fitz, go! Fitz, go! Overrated! Overrated! J'ai Merci survécu. quand même, Jean, un de nos auditeurs qui m'a envoyé ce magnifique T-shirt-là. D'ailleurs, il y en a un exemplaire pour toi. J'ai survécu, 8 avril 2024, le jour où le Québec a risqué gros. Donc, c'est mon chandail de Survivor de l'Éclipse. Oh, Frank, arrête là. C'est une bonne humeur dans le podcast aujourd'hui. Fait qu'on va D'ailleurs, parler il y a d'un des... investissement de 900 millions Ouais. d'investissement Québec qui est planté. Écoute, c'est incroyable cette affaire-là. Merci à un auditeur qui nous a envoyé ça. Je le nommerai pas parce que là, je ne sais pas si il est impliqué là-dedans d'une manière ou d'une autre, là, mais c'est quelqu'un qui nous a envoyé ça. Option exclusive d'acquisition du projet Renard. Et là, ce qu'on lit là-dedans, c'est signature d'une option d'achat exclusive pour l'acquisition des actifs de la mine Renard et des infrastructures connexes ou de la totalité du capital émis de Stornoway, donc propriétaire à 100% de la mine Renard, sous réserve de l'approbation de la Cour du Québec. Si elle est exercée, la contrepartie payable sera pour l'acquisition de 52 millions de dollars canadiens en espèces, en actions ou une combinaison d'O2 au choix de Winsome, comme suit. Et là, il y a la ventilation Mais ça, c'était les diamants du Québec, mon ami. Oui, ben c'est ça, on dit Winsome considère l'acquisition proposée comme une opportunité de minimiser son impact sur le développement du projet Lithium Adina, détenu à 100% par Winsome, pour la reconversion éventuelle de l'infrastructure existante de Renard en opération de traitement du lithium. D'autres opportunités et avantages potentiels seront également étudiés lors des prochains mois. Puis là, tu sais, au début, il m'envoie ça, puis je dis, ouais, mais qu'est-ce que ça me fout, moi? J'avais pas allumé sur le nom, tu sais. C'est le symbole du plan Nord qu'on dit. C'est vraiment une lubie. Tu sais, on s'amuse avec Fitzgibbon, là, mais Fitzgibbon continue ce que les libéraux avaient commencé avant lui. Là, le corporatisme nationaliste du Québec, où est-ce qu'on garoche l'argent d'un bord et de l'autre pour essayer de Les gens penser pensent qu'on est des que entrepreneurs. Là. les gens pensent que c'est ça la droite en passant. Ah, ça m'écoeure, ça. La plupart des gens de gauche ou de centre ou qui ne le savent pas, là, dans leur tête, un gouvernement de droite, c'est un gouvernement qui prend leur cash et donne ça à des multinationales ou des compagnies bidons. Là. Fait que ça naît dans l'affaire du plan Nord de Jean Charest, qui allait être son legs comme premier ministre. Ça a fait poète, hein, mon Jean. Tu passeras pas au musée avec ton plan Nord. Hein? Mais c'est ça. Tu sais, les politiciens qui veulent laisser un leg, là, c'est les politiciens les plus dangereux. Parce qu'eux autres qui arrivent en fin de mandat puis ils disent hey, là, faut que le monde se rappelle de moi. Fait qu'ils vont dans l'envergure puis les budgets éclatent. Ça donne des affaires de même. T'as juste montré aux gens c'est où là, la mine Renard. Là, c'est au nord. Ben, vous voyez en bas de la carte, on voit Chibougamau. Là. Ouais. Donc, juste ici, on a Chibougamau-Chapais, qui est déjà à 3 heures du lac Saint-Jean. Donc, c'est comme si tu traces un triangle sur une carte, tu as le port-quartier Sept-Îles qui est en bas à droite, le nord-nord-nord du lac Saint-Jean qui est ici, avec Chibougamau-Chapais, qui est plus au lac Saint-Jean. Là. Puis là, ça, c'est en haut du lac Mistassini. C'est loin. Mais juste le chemin, c'était 75 millions, je pense. Pour ben c'est ça. En fait, c'est à pratiquement la même hauteur que Fermont, mais plus vers le centre du Québec. Là. Plus loin que la baie James. Juste pour que les gens se situent, là, je le dis pour ceux qui sont à l'audio, là, les autres sont comme pourquoi tu parles de ça? J'ai l'image d'en face, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent seulement. Si tu regardes, il y a un article le 1er avril de Julien Arsenault. Après
moins d'une décennie et 700 millions en fonds publics, tout indique que l'aventure des diamants tire à sa fin au Québec. L'outillage de la mine Renard a trouvé preneur. Grosso modo, 59 millions, ces outils. Mais ce symbole du plan Nord, qui fera une fois plus perdre des millions de contribuables, demeurera vraisemblablement à l'arrêt pour encore longtemps. Écoute, il ne fera pas perdre des millions. Les millions sont perdus. Okay? En fait, la journée qu'on a mis de l'argent là-dedans, c'était fini. Cet argent-là venait de disparaître à jamais. Deloitte, responsable de la restructuration judiciaire de Stornoway, s'affaire à finaliser les derniers détails d'une transaction avec un repreneur dans le cadre des procédures qui découlent, blablabla. C'est quoi que je voulais, qui m'intéressait là-dedans? Selon nos informations, l'objectif de la transaction consisterait essentiellement à mettre la main sur les équipements du complexe minier, comme le concentrateur, le broyeur et les convoyeurs. Une relance des activités de la mine qui a démarré en 2016 ne figurerait pas dans les plans. Ah non. Mais écoute, je peux te faire l'historique très rapide là, des plans d'aide. Donc, ça démarre en 2016. 2019, j'ai ça ici, un article de Jérôme Labbé dans le Radio-Canada. Québec à la rescousse de Stornoway. Entrevue avec Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et Innovation du Québec. Québec se prépare à venir à la rescousse de la minière Stornoway. Le gouvernement a adopté un décret pour permettre à Investissement Québec d'acquérir une partie des actifs de la mine Renard, donc exactement la mine dont on parle depuis tantôt, la seule à produire des diamants au Québec, et de verser des sommes supplémentaires afin de lui donner la possibilité de poursuivre ses activités. Cette mine devait être le grand projet de relance du plan Nord, ce que tu as dit tantôt. Environ 1 milliard de dollars de fonds publics y ont été investis, dont 440 millions provenant d'Investissement Québec. Hey, mais attends un peu. J'ai tous les détails ici. La première débâcle, il y a eu 2 faillites dans cette affaire-là. Investissement Québec, 110 millions. Caisse de dépôt et placement, 42 millions. Présentement, dans l'autre faillite, c'est Investissement Québec, 120 millions. Caisse de dépôt, 25 millions. Et le prolongement de la route 167, 400 millions. Man, juste faire le chemin pour aller là, ça a coûté 400 millions. 400 millions. Ah, c'est fou. Là. Mais là, écoute bien ça, j'ai la déclaration de Fitzgibbon quand ils ont injecté l'argent et permis à Investissement Québec d'acquérir des parties de la mine. Quand ils ont nationalisé la mine, finalement, c'est un peu ça. Là. Pour sauver l'entreprise, Québec pourra annoncer un plan de soutien dès la semaine prochaine, a confirmé Pierre Fitzgibbon. Donc, plan de soutien qui a été annoncé par la suite. Son souhait, préserver les 550 emplois de la mine Renard, dont plusieurs dans la communauté CRI. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'on a décidé collectivement de sauver la mine et de garder en opération. Et on devrait avoir une annonce à cet effet-là la semaine prochaine. Ça, c'est ce qui a été annoncé en 2019 par Pierre Fitzgibbon. Donc, mettre des centaines de millions de dollars pour sauver 550 jobs. C'est quand la dernière fois qu'il a mis de l'argent quelque part et ça a marché, lui? Ben, écoute, on viendra au texte de Nathalie El-Grabli qu'on avait sauté lundi. Je pense que le moment est encore mieux pour le passer. Celui qui a lui sacre un bon coup de pied dans les castagnettes? Oui. C'est pas mature utiliser des mots de même. Là. C'est qui t'a dit ça? Là? Écoute, si j'étais mature, j'animerais pas un podcast. On avance en 2023. Je pense que cette mine-là, c'est fini. Je sais pas. Bien peu d'espoir pour les 500 travailleurs de Stornoway. Il est très peu probable que la mine qui a fermé subitement vendredi puisse être relancée, a estimé le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Je pense que cette mine-là, c'est fini, a laissé tomber Fitzgibbon lors d'un point de presse tenu à Cantiac. Les quelques 425 travailleurs de la mine Renard, dont il y était 550 tantôt, fait que même leur première vague d'aide, ça a quand même pas empêché de faire perdre 100 jobs. Là. Situés à 250 km au nord de la communauté CRI, ont été abruptement mis à pied. Ils ont appris la triste nouvelle vendredi matin de la bouche du PDG de Stornoway, de Patrick Sévigny. Croulant sous plus de 300 millions de dettes, Stornoway s'est placé à l'abri de ses créanciers, donc la faillite dont tu parlais. Facture salée pour les Québécois. Le gouvernement du Québec détenait une participation de 35 % dans Stornoway aux côtés de l'entreprise montréalaise Orifère Ossisco, de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et de la firme torontoise Triple Flag.
Donc, tu sais, c'est un projet, là, hey, 35 du gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt, 15. Le gouvernement est majoritaire là-dedans. Là. C'était une Mais mine tu sais, nationalisée, quasiment. mais Frank Batin, c'est de l'exploration minière. C'est une des activités commerciales ou industrielles les plus risquées au monde. C'est la raison pourquoi tu as besoin de capital de risque dans ce genre de business-là. Ça prend du monde qui vont gambler un peu. Tu sais, quand tu achètes des actions d'une banque, là, tu sais pas mal à quoi t'en tenir. Tu vas recevoir un dividende, puis tu essaies de les acheter à bon prix, puis un jour, tu espères, dans 30 ans, les revendre à meilleur prix. Puis normalement, ça devrait arriver parce que c'est des entreprises assez stables. Mais quand tu es dans les mines, c'est pas ça la game. Dans les mines, là, tu joues un peu au casino, c'est que tu veux faire 10, 12 projets, il y en a peut-être un qui va être vraiment payant, puis tu vas récolter plein, plein, plein d'argent, puis les autres vont faire patate. Moi, que des investisseurs privés se plantent dans l'investissement minier, j'ai aucun problème avec ça. L'objectif, c'est ça, justement. Tu leur facilites la vie, tu veux qu'ils Ouais. investissent, tu veux qu'ils puissent se péter les dents, tu veux qu'ils puissent faire faillite facilement, puis tu veux pas qu'ils prennent des trop grands risques. Tu sais, je veux dire, c'est de même que tu veux que ça fonctionne. Mais quand que le gouvernement va jouer là-dedans, puis en plus, le gouvernement, il arrive avec ses particularités à lui. Le gouvernement, lui, il va arriver, il va faire face au sunk cost fallacy, premièrement, chose Oui. qu'une entreprise privée ne fera pas face. L'entreprise privée, ça ne marche pas, elle va faire faillite, elle va faire match up. Ça va finir là. Mais le gouvernement, lui, il va avoir le sunk cost fallacy parce que le politicien ne voudra pas avoir l'air fou. Le politicien veut montrer que c'est un bon investisseur. Donc, ça, c'est un gros problème. Deuxième problème, le gouvernement ne voudra pas faire perdre les jobs au monde. Quand une entreprise fait faillite, on ferme, les gens perdent leur job, c'est le capitalisme, so be it. Je veux dire, on est capable de dealer avec. Le gouvernement n'est pas capable de dealer avec ça. Le gouvernement essaie de sauver les jobs, puis sauver les jobs, puis sauver les jobs, ce qui amplifie le problème du sunk cost fallacy. Bien, ça nous donne ça, quasiment 1 milliard d'investissements privés, 450 Public. millions pour faire un Christi de chemin. Puis en bout de ligne, le chemin, il n'y aura pas un maudit chat là-dessus. Je veux dire, les cerfs de Virginie puis les caribous vont se promener sur le chemin. C'est ça qui va arriver. Je veux dire. Ben, en fait, c'est qu'il y a une business qui va profiter de l'argent public qu'on a crissé là-dedans parce qu'ils sont en train d'acheter la mine à rabais. Ils vont passer sur le chemin, eux autres, là. Ah oui. Ben, il faut qu'ils ramènent le stock. Et mieux encore, la cerise sur le sundae, Yann. À propos de nous, c'est qui ça? Ressources, Winsome. Ceux qui veulent acheter, ceux qui sont en train d'acheter la mine de diamants pour en faire finalement utiliser Dis-moi pas les que installations. la Caisse et Investissement Québec sont là-dedans. Là. Non, 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 mais OK. c'est une entreprise d'exploration et de développement minier litinifère, donc pour le lithium, fondée en Australie en juin 2021. Hey, une méchante compagnie anglophone Du étrangère Commonwealth. du Commonwealth, des têtes carrées, Yann, qui Des, sont venus acheter à rabais des marteaux. nos ressources. Parce que objectivement, finalement, c'est ça le bilan de Fitz là-dedans. Là. Hey, non, je sais pas si les L'idée de gens base, c'était le réalisent. plan Nord des libéraux. Là. Rappelons-le, mais je veux dire, le sunk cost fallacy, c'est Fitz qui l'a vécu. Ben, c'est lui là, qui est allé remettre des millions là-dedans. Exactement. Je vais juste ordonner les chiffres aux gens, OK? 400 millions du gouvernement du Québec pour construire la route 167, le prolongement de la route pour se rendre jusqu'à la mine. 180 millions d'investissement Québec. On comprend là, qu'on change les noms, mais finalement, c'est tout le temps le gouvernement pareil. 110 millions du ministère de l'Économie. Ça, c'est le plan d'aide de Fitz qui est arrivé à une autre place. 105 millions de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et une cinquantaine de millions du Fonds de solidarité FTQ pour une valeur totale à peu près investie entre 900 millions et 1 milliard. C'est selon les chiffres qu'on a qui, des fois, varient un peu d'un article à l'autre. Eux déposent un offre à 52 millions avec un total de 59 là, selon les Ça, c'est-tu différentes les clauses. c'est-tu les mêmes négociateurs qui ont négocié avec Luc Poirier pour le terrain de Nordvolt, ça? Je sais pas. Ça serait possible. Mais est-ce que les gens s'en rendent compte, sacrément, on a mis 1 milliard dans une fucking mine? Il y a une business qui arrive d'Australie. Wow, ça marche pas votre affaire. On va vous donner 59 millions pour votre 1 milliard. Ben, eux autres, ils ont raison de faire ça en passant. Là. Je veux dire, Ah oui. puis à quelque part, vaut mieux recevoir 60 millions ou 50 millions pour quelque chose qui sert à rien puis qui est fermé que rien pantoute. Mais Ah, c'est le moment de la lecture. Nathalie Le Grabli. Ça mérite d'être lu, même si ça a été écrit le 4 avril.
Milton Friedman disait: confier la gestion du désert à l'État et dans 5 ans, il y aura une pénurie de sable. En dilapidant les surplus d'électricité et en déclarant avoir été pris de court par la pénurie qui se dessine en raison de la mauvaise planification des projets industriels, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a démontré que Friedman avait raison. Maintenant, le super ministre accuse les ménages québécois de gaspiller l'électricité et promeut la sobriété énergétique. Pauvreté. Il a fallu à l'homme des milliers d'années pour se protéger des rigueurs de la nature et des éléments afin de vivre confortablement, indépendamment de la température extérieure. Mais là, dans un mouvement surréaliste d'apologie de la pauvreté, on assiste à une entreprise de délégitimation de notre mode de vie, car sous le vocable noble de sobriété, c'est en fait la pauvreté qui est glorifiée. Pour justifier son appel aux privations, M. Fitzgibbon accuse les Québécois d'être les derniers de classe en matière de consommation d'électricité. Mais dernier, selon quels critères au juste? Et peut-il prouver ses accusations à l'emporte-pièce? En revanche, alors qu'aucun ménage ne laisse ses lumières allumées toute la nuit, l'État illumine et chauffe ses tours à bureau, même lorsqu'elles sont vides. Pourtant, c'est nous qu'on culpabilise pour qu'on baisse le chauffage et qu'on effectue les tâches ménagères à minuit. Sacrifice. Notons également que M. Fitzgibbon, qui veut 2 millions de véhicules électriques, qui invite les industries étrangères les plus énergivores et qui bradent notre électricité aux grands utilisateurs industriels à un coût moyen de 4 sous le kilowattheure, après rabais de 20 tandis que le tarif résidentiel atteint 8,48 cents. Hey, on vend notre électricité aux industriels moitié prix. Ben, Par rapport. c'est une manière indirecte de les subventionner. Là. C'est de la subvention, ça. Là. Oui, c'est de la Hey, subvention. on les subventionne donc bien, les entreprises, man. Tu as les subventions que tu vois dans les chiffres du gouvernement, mais en plus de ça, ils ont l'électricité pas chère. Je dis, c'est débile, raide, la Mais manière comment dont- ça qu'ils font faillite, cette vierge? Comment Ah, c'est c'est- possible, Chris, que tu te partes une mine quelque part et ça fasse faillite? Ah, le gouvernement m'a donné 900 millions, je paye l'électricité à moitié du prix que ça vaut. On te construit un chemin de On te, 440 millions on te pour fait te le rendre. chemin. Mais non, Calvaire, voyons. C'est... c'est pas compliqué. C'est parce qu'il n'y a jamais une entreprise privée qui aurait été développée ça pour de vrai. Là. Tu prends le projet de la mine Renard, sans intervention publique, tout le monde part à rire et dit, vous allez avec vos skis, vous autres. Mais là, tu mets de l'argent public là-dedans, puis tu dis, bon, regarde, on va essayer, on n'a rien à perdre. Caliste. Penses-tu vraiment que les dirigeants de la mine Renard ne se sont pas versés de dividendes pendant ce temps-là, puis il n'y a pas eu de bonification, puis ils ne se sont pas payés des millions? Écoute, à quelque part, il y a eu 1 milliard de revenus qui est passé par là. Fait que, il y a eu des bonus, puis il y a eu des dividendes. Il n'y a personne qui est sorti de là qui n'est pas millionnaire. Là. Mais évidemment, c'est le malheureux lave-vaisselle qui représente 0,5 de la demande totale qui pose un problème existentiel. M. Fitzgibbon demande des sacrifices, alors commençons par sacrifier le ministre de l'Économie. Flingue des castagnettes! Hey, lui, là, je suis tanné. Là. Je suis tanné, je veux qu'il débarrasse. Non, mais ça n'a pas de sens. Il là, nous Chris, coûte un bras, là. Hey, si on met tout, là, Lyon électrique, Taïga, la mine, et puis à tous les jours, moi, celle-là, pour vrai, je l'avais oublié. Je savais c'était quoi là, cette Ouais, mine-là, là, en gros. Là, il y a eu mais de l'argent à Bombardier aussi, à la Pocatière. Écoute, il y en a. Il y a eu de l'argent partout. les zeppelins, là, Les baleines volantes. Là. les baleines volantes, c'est-tu, qui voulaient le... Flying Whales, sacrément. Toutes des astifies de projets que si tu présentes ça à un banquier, il part à rire et il dit non, continue, ça m'intéresse. Ah, c'est fou. T'es divertissant. Puis tu sais, il n'y a personne qui est tenu responsable de rien. Là. Mais non. Puis là, on nous dit tout le temps, c'est pour le développement économique, blablabla, puis on veut faire de l'économie, puis c'est important. Puis écoute, il est où le projet à succès où est-ce qu'on a fait 10 fois l'investissement? Quelle compagnie? Le gouvernement du Québec a investi dedans massivement. On a réussi à revendre pour 10 fois sa valeur. Ou 10 fois l'investissement. C'est quand la dernière fois c'est arrivé? Parce que moi, quand je regarde des affaires comme la mine Renard, quand je regarde des affaires comme Théo Taxi, quand je regarde des affaires... celle-là. T'avais oublié celle-là, hein? Ouais. Je regarde des trucs comme tout ça, là, puis je me dis, ça va prendre un projet pour compenser à quelque part. Là. À quelque part, il va falloir qu'on fasse un x3, x4. Là. Parce que tu peux pas te planter tout le temps puis jamais avoir un succès. Là. Il est où le dernier succès, le vrai bon succès? On a mis 100 millions quelque part, on a revendu nos parts dans cette entreprise-là, genre 5 ans après, puis on les a vendus pour 500 millions. C'est quand la dernière fois que c'est arrivé?
Pouvez-vous me le dire? Quand En même fait, un je me 1,6 rappelle. million de la job. Là. Je me rappelle d'un petit succès, puis il avait été loqué, les sacrifices. C'était la Caisse de dépôt et placement qui avait réinvesti dans Rona pour que ça reste au Québec. Hmm. Puis par après, avec les taux de change qui ont bougé, puis tout ça, Lowe's est revenu avec une offre, puis ce coup-ci, ils ont dit ah, c'est correct, là, tu peux acheter. Pour une fois qu'on fait de l'argent, on va apprendre. Je pense que c'est la seule fois que je me rappelle vraiment qu'on a fait un coup d'argent un peu loqué. Ah, ça fait dur. Hey, c'est 1,6 million de la job. Là. Non, on va signer des chèques à la place, ça va être bien mieux. Là. Chris, mais sérieux, là? C'est sérieux cette affaire-là? Là? Vous faites des projets, puis, ben oui, parce que c'est tout le temps ça l'argument. Ouais, puis écoutez, là, je le sais que c'est poche, là. Ceux qui travaillaient là, vous avez perdu une job, là, je comprends ça. Là. C'est pas ça le point. Mais sacrément, rendu là, 1,6 million de la job, c'est une joke, là. On va mettre 900 millions d'argent public pour faire 550 emplois dans le nord du Québec. Voyons, dans quel monde quelqu'un peut penser que c'est rentable, cette affaire-là? Puis tu sais, pas comme si ça allait bien. Là. Tu as vu cette nouvelle-là passer? Ouais, ça va pas super bien. Là. La Colombie-Britannique, troisième fois qu'ils sont décotés en 3 ans. Je vais vous le traduire en français, là, ça va être un peu mieux. Fouille un peu là-dedans. La cote de crédit de la Colombie-Britannique a été abaissée à AA- par S&P Global Ratings avec une perspective négative. Sa troisième décote en 3 ans, après que le gouvernement provincial a décidé d'augmenter ses emprunts. Fouille un peu, touc, touc, touc. Déficit de 8 milliards de dollars pour 2024-2025. Juste vous rappeler que notre déficit, c'est 11 milliards qui est prévu. Juste vous rappeler ça. Là. Ouais, puis juste rappeler que la taille de l'État au BC est plus petite que la nôtre aussi. Hein, que les autres, ils ont probablement une marge de manœuvre qu'on n'a pas. Là. Puis ça, c'est pas des bonnes nouvelles. C'est 3 décotes d'affilée en 3 ans. Ça lui donne une cote AA-. C'est quoi la cote du Québec? C'est AA-. On est déjà au même point qu'eux autres. Là. Le trend, eux autres, est en descendant. Vous pensez qu'on va rester stable? Concrètement, là, ça veut dire que quand eux, mettons, ils disent ah, on va faire un pont là, il faut qu'on emprunte. Oui. C'est là que ça vient impacter la cote de crédit. Ça veut dire que tu ne peux pas financer tes dépenses de long terme, là, tu sais, tout ce qui va dans les immobilisations, ces trucs-là. Tu sais, ce que tu nous avais parlé, là, que le gouvernement du Québec avait. En fait, le ministère des Finances, c'était quand même pas si mal arrangé que ça. Là. Il y avait beaucoup de trucs tu sais, à des taux d'intérêt Qui a du bon sens. qui avaient du bon sens. Mais ça, quand tu commences à jouer dans le code de crédit, c'est ça que concrètement, c'est là que ça achoppe. Là. C'est que tu vas arriver pour contracter dans le fond des prêts, puis tu vas être obligé de payer plus cher Ben, c'est que d'intérêt. tu as toutes sortes d'entreprises dans le milieu des assurances, dans le milieu aussi des placements, qui vont avoir à acheter des obligations. Fait que tu as un grand fonds d'obligations mondial, un grand fonds d'obligations canadiennes, tout ça. Eux autres, ils veulent acheter des obligations pour les gens qui achètent des parts de leur fonds d'investissement. Sauf qu'ils ont des mandats, ces gens-là. Il y a un mandat qui est très précis. Ils doivent, par exemple, se tenir dans des obligations de telle qualité. Il va y avoir des fonds pour le junk bonds. Junk bonds étant vraiment des obligations très dangereuses, mais qui sont aussi très payantes. Fait que on s'attend qu'il y ait des gens qui ne soient jamais remboursés là-dedans, mais en même temps, tu as fait du 12% sur un autre titre. Fait que ça vient qu'à compenser. Ouais. De la même manière qu'on aimerait ça de temps en temps à l'Investissement Québec être compensé pour nos décisions de marde, mais ça n'arrive jamais. Euh, mais quand tu arrives avec des obligations de qualité, puis c'est là que le gros du cash est, mais les obligations de qualité, tu dois maintenir une certaine cote de crédit pour pouvoir être acheté par ces fonds d'investissement-là, puis ces compagnies d'assurance-là. Tu sais, je veux dire, votre assureur, là, vous payez des primes d'assurance vie à tous les jours pour vous faire payer potentiellement dans 40 ans. Bien, lui, cet argent-là que vous lui payez en supplément, il faut qu'il la place. Il place cet argent-là, puis l'assureur, voulez-vous qu'il place ça dans des actions ou dans des obligations de qualité? Bien, vous préférez que l'assureur place cet argent-là dans des obligations de qualité. On ne veut pas que les assureurs fassent faillite à tout bout de champ toutes les fois qu'il y a une crise économique. Fait qu'il y a un gros marché qui achète beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils financiers de ce genre-là. Et tu dois maintenir une certaine qualité de crédit pour pouvoir être acheté par eux. Si tu as une bonne qualité de crédit, le marché est gigantesque pour acheter tes produits financiers, ben à ce moment-là, tu es capable d'emprunter à meilleur taux.
s'il y a quand même des gens qui commencent à avoir des contraintes, disant ah, ben là, A moins, oui, je peux t'acheter, mais si tu descends dans le B éventuellement, moi, je ne peux plus t'acheter. Fait que tu perds des gens qui peuvent acheter tes obligations, ben, tu es obligé de monter tes taux d'intérêt. Parce qu'il faut que tu sois plus séduisant pour avoir un acheteur. C'est vraiment. La finance, c'est autant que les gens pensent que c'est compliqué, qu'en bout de ligne, c'est vraiment simple. Si tu es plus risqué, ben, tu dois offrir un taux de rendement plus élevé, grosso modo. C'est vraiment même ça va marcher dans le monde obligataire. Fait qu'à toutes les fois oui. tu te fais décoter, ça se traduit généralement à moyen et long terme par des taux d'intérêt un peu plus élevés. Donc, de l'argent qui est gaspillé à payer des intérêts sur le service de la dette. Fait qu'on ne veut pas ça. Tu veux maintenir une bonne cote de crédit, puis l'améliorer, puis éventuellement te rapprocher de ce qui est considéré comme une obligation de grande qualité. Fait que la tendance est importante, mais là, au BC, présentement, ça va pas bien. La tendance n'est pas bonne. 3 décotes d'affilée. Boum, boum, boum. 3 décotes. Bang. OK. La tendance n'est pas bonne. Va-tu en avoir une quatrième? Va-tu en avoir une cinquième? Tu te rends compte que le gouvernement, il creuse son déficit. Tu te dis, voyons, c'est quand que le politicien allume? Ben là, c'est probablement là. Tu sais, à un moment donné, la décote, là, il y a quelqu'un au ministère des Finances qui va aller voir puis il va dire, écoute, là, on s'est encore fait décoter. Ça va pas. Il va falloir équilibrer le budget. Là, ça marche pas. Là. Ouais, mais tu sais, Desjardins, eux autres, ils trouvent que c'est bien correct. Là. La situation financière des provinces se détériore, mais il ne faut pas blâmer les dépenses irresponsables. Hein? Oui, c'est très sérieux cet article-là. C'est dans le Ben voyons. Financial Post. Là. On nous dit que 10 provinces du Canada prévoient les 10 provinces du Canada prévoient un déficit combiné de plus de 30 milliards de dollars. Je rappelle que le Québec, là-dedans, a plus du tiers. Le plus important en dehors de la pandémie. Et là, on s'entretient dans l'article avec. Mais ça, c'est bon, attends un peu. Le plus important en dehors de la pandémie. Normalement, la pandémie est finie. Là. Oui, On ne c'est devrait fini. pas être en train de faire des plus gros déficits. Puis avec toute l'inflation qu'il y a eu, ils ont eu des hausses de revenus, de taxes et d'impôts considérables. Considérables. Pourquoi c'est là qu'on fait les pires déficits? Parce qu'ils ont perdu le cap. Ils ont perdu la notion que c'est important d'équilibrer un budget. Oui. Et là, j'arrête le partage, c'est pas important, c'est rien que du texte. L'économiste de Desjardins lui dit: nous constatons des situations financières plus difficiles dans la plupart des provinces, mais si on examine les données plus en profondeur, la situation n'est certes pas aussi mauvaise qu'elle aurait pu l'être, ni aussi mauvaise qu'elle y paraît, a-t-il déclaré. Qu'est-ce qu'il dit Désormais, là, lui? il souligne que le déficit cumulatif record survient alors que les économies provinciales se sont développées et font face à une augmentation démographique. De quoi qu'il parle là? Sur une base relative, il a déclaré que le ratio dette nette combinée sur PIB des provinces devrait augmenter, mais il restera inférieur au niveau enregistré pendant la majeure partie de la décennie précédant la pandémie. OK. Il a également souligné des nuances dans la croissance des dépenses, comme le fait que les augmentations de salaire légalement obligatoires ont été à l'origine d'une grande partie de l'augmentation globale, signe que les provinces n'étendaient pas nécessairement les services. Ben justement, s'il n'y a rien de réjouissant là-dedans, il n'y a pas de service De qui plus? est donné, mais il y a plus de dépenses. Puis plus de déficit. Je vois vraiment pas ça comme une bonne nouvelle, moi. En fait, juste rappeler au monde, là, c'est quoi qui s'est passé. Quand que l'inflation arrive, immédiatement, le prix des denrées, le prix des biens, le prix des services augmente très rapidement. Tout taxable, ces affaires-là. Fait que tout de suite, dès le début de l'inflation, le gouvernement a vu sa TVQ augmenter dramatiquement. Une bonne hausse au niveau des recettes de TVQ. Après ça, les gens font leur rapport d'impôt. Les salaires, ça n'a pas bougé tant que ça. Les salaires, c'est venu par après. Mais les entreprises, eux, faisaient des bons profits. Les entreprises faisaient des bons profits au début de l'inflation. Rappelez-vous-en. C'était là que les salariés commençaient à taper du pied et de dire un peu: hey, moi aussi, je veux ma part du gâteau, négocie des salaires, ainsi de suite. Mais tu as la TVQ qui a augmenté instantanément, tu as les profits des entreprises qui ont augmenté assez rapidement dès la première année. Et à partir de la deuxième année, tu as vu les augmentations de salaire arriver, et dans le privé, évidemment, pas au public. Et tu as eu par après, dans la deuxième année, des hausses de revenus personnels quand même assez importantes qui ont amené des impôts personnels plus importants aussi. Oui, les revenus de l'État, ils font rien qu'augmenter. Fait que les revenus de l'État ont explosé. Juste vous rappeler, en 2024-2025, on prévoyait, si tu regardes le budget de 2019-2020, on prévoyait dépenser à peu près 130 milliards. On va en dépenser 157. C'est 25 milliards la différence entre les deux. Là. Fait que imaginez comment que les revenus sont rentrés d'une manière inattendue au niveau du gouvernement.
Pendant tout ce temps-là, le gouvernement jouissait du fait qu'il était assis sur une convention collective qui ne bougeait pas jusqu'à cette année, jusqu'à l'année passée, en fait. Fait que ses dépenses n'augmentaient même pas, naturellement. Ça allait augmenter avec la négo, mais il n'augmentait pas. C'était tata-là. Au lieu de prendre l'augmentation de revenus qui ne venait pas avec une augmentation de dépenses, au lieu de prendre le surplus que ça allait générer pour payer de la dette en prévision de la négociation des employés de l'État qui aurait lieu, ces tatas-là, ils ont augmenté les dépenses. Ben, surtout, arrêtez d'engager du monde. Ciboire, sachant que vous allez renouveler les conventions. Tu sais, je regardais parce que là, c'est pas encore arrivé, mais on va avoir ça dans le municipal aussi. Là. À un moment donné, eux autres aussi, leur convention, elle va être. Tu avais une augmentation de revenus inespérée, un maintien des dépenses gelé pendant 2-3 ans à cause de ta convention, puis tu as continué à faire des déficits tellement que tu n'es pas bon. Ah non, c'est fou raide, là. Et là, il dit, bon, il faut quand même souligner que l'Alberta et le Nouveau-Brunswick ont quand même eu des bons budgets. Ça, c'est le fun. Vrai. Ça, il faut le souligner. Et on dit les projections budgétaires ont également tenu compte d'un ralentissement attendu de l'économie canadienne alors que la hausse des taux d'intérêt est de plus en plus ressentie par les consommateurs. Bon, ça aussi, là, mais tu sais, je veux dire, je vois pas en quoi. Mais Desjardins, depuis le début, ont des lunettes roses. Je veux dire, rappelez-vous, l'année passée, Desjardins prévoyait des baisses de taux avant décembre 2023. Là. Bon, il prévoyait aussi qu'elle allait avoir zéro inflation. Là. Je me rappelle très bien des produits hypothécaires qui étaient proposés par Desjardins où on vendait des genres de semi-variables. Je ne sais plus comment on appelle ça là, dans le jargon. Là. Mais tu sais, un genre de prêt variable qui est comme capé à 3, quelques pourcents. Là, tu voyais bien qu'il ne prévoyait pas pantoute qu'elle allait avoir d'inflation aussi. Mais tu sais, à un moment donné, gardez une chose en tête. Les économistes à la tête de ces banques-là, ils n'ont pas comme rôle d'être des observateurs indépendants puis d'informer la population adéquatement sur ce qui se passe réellement. Ils servent de leur crédibilité d'économistes et de grandes institutions financières pour influencer le public. Influencer le public à quoi? N'oubliez pas, Desjardins, c'est une coopérative, ils sont là pour le bien des gens. Hey, relax, ouais. Le rêve d'Alphonse, ça fait un bout qu'on a pas dépassé ça. Alphonse, il n'est plus là. C'est une banque. Là, OK? Desjardins, c'est une banque. Arrêtez-moi la grande coopérative, là, c'est une banque. Eux autres, leur but, c'est de vendre des hypothèques. Là. Si tu veux vendre des hypothèques, il faut que les gens aient confiance. Il faut que les gens aient confiance qu'ils ne se feront pas étrangler avec leur hypothèque. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu fais miroiter que les baisses de taux s'en viennent, puis tout ça, puis que ça ne montera pas. Ou dans la première phase, quand ça montait, ça ne montera pas si haut que ça, ça ne montera pas. Achète-la ta maison, pas de trouble, finance ça sur 5 ans. Oui, pas ta tête. On l'a vu. Les coûts d'hypothèque, les coûts de loyer ont tellement augmenté que les Canadiens ont baissé leur facture d'épicerie. Pas parce que ça coûte moins cher. Ils ont baissé leur facture d'épicerie parce qu'ils dépensent moins en épicerie, ils ont moins d'argent. Ben oui. Les gens ils peuvent épargner présentement. Là, les gens qui épargnent, ça vient avec une discipline incroyable. Tu sais, j'en ai des épargnants, c'est ça ma job dans la vie, de faire épargner le monde. Mes clients, ils sont en excellente santé financière, mais ils ont une discipline exemplaire. Monsieur, madame, tout le monde, épargner présentement. Calvaire, man, c'est-tu la dernière de leurs priorités? Puis, tu sais, même moi, dans ma clientèle, ça fait 2 ans que je dis au monde, payez vos dettes, payez vos dettes, payez vos dettes. Là. Les REER, c'est pas la priorité, pas en tout. Là. Tu peux prendre des REER si tu n'as plus de dettes. Il y a du monde qui sont dans cette situation-là, c'est bien le fun. Tu peux prendre des REER si tu as un taux 7 ans à 2,1 ou quelque chose de même qui finit en 2027. OK, tu peux prendre des REER. Mais là, la priorité n'est pas à épargner. Là. La priorité est à survivre dans le budget là, familial. Crime, les gens sont à couper le budget d'épicerie. Le fou professeur vous l'a dit la semaine passée. Ah oui, que ça prendrait 330$ à peu près de dépenses d'épicerie par semaine. C'est ça par semaine? Non, par mois. Pour une personne par mois. Il faudrait aller ressortir ces chiffres et arrêter de dire ça à peu près. Là, parce que Christy, moi, ça m'a frappé. Mais c'était, au grosso modo, il y avait 50$ de moins. Exactement. Moi, là, à un moment donné, tu es là, puis là, tu regardes les clowns en haut. Là. L'argent revole partout. L'argent revole partout. Il n'y a personne qui se prive de rien. Il n'y a personne qui est coupé. Écoute. Non, eux autres. Mais ça commence. BC, décote. Flou.
C'est ça qui va se passer. Pour les faire bouger, il faut qu'ils se fassent décoter. Un politicien, ça bouge pas tant que ça n'a pas un gun sur la tempe. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des tatas qu'on élit. Il n'y a personne qui a de vision là. Hey, moi, des fois, quand j'entends du monde, ils disent il faut mettre des gens avec de la vision. Hey, pas de trouble, mettre des gens à vision. Hey, il faut qu'on. Non, non. Crisse-moi avec tes ponts, puis tes infrastructures, puis tes stades olympiques. Là. C'est pas ce genre de vision-là qu'on a besoin. Là. On a besoin d'une chainsaw, sacrément. Et où? La chainsaw. Ah ouais, où la chainsaw? Écoute, dans la partie, là, il faut que je mette des captions, là, parce que tu as parlé de fusil, puis de ci, puis de ça. Là, J'ai-tu fait ça, moi? Oui, fait que là, je dis que les propos... Attention, les propos de ce podcast peuvent ne pas convenir à un jeune public. La supervision d'un parent est conseillée. Donc, dans la partie Patreon, écoute, là, on a du stock, ça n'a juste pas de bon sens. Joey a des extraits de communistes parce qu'il y a un nouveau parti communiste révolutionnaire. Ils ont un podcast, puis tout. Enfin, on va jaser de ça. On a des audios supposément succulents. Sinon, écoute, je déborde de sujets. Hydro-Québec qui veut faire des nouvelles autoroutes électriques, dans le fond, des nouveaux passages avec des pylônes à la grandeur du Québec parce que les lignes de tension sont saturées. On a une histoire aussi avec une histoire de masculiniste dont j'aimerais discuter parce qu'il y a un aspect là-dedans qui est assez inquiétant. Et si on a le temps, le plan de Trudeau en infrastructure. Est-ce que les provinces veulent vraiment régler la crise du logement ou pas? C'est une question que je me suis posée, puis j'aimerais ça qu'on en jase. Hey, on a-tu une vidéo de Jim Légaré aussi sur le référendum de PSPP? Ah oui, c'est vrai. On va faire jouer ça aussi.